Quenoto Michek, Nilo Sabrina Canapé, Melissa Picard. Oui. Bienvenue à notre premier podcast. Elle est notre invitée spéciale aujourd'hui, c'est Marie-Ève Piché. Coucou! Bienvenue Marie-Ève. Et merci pour l'invitation. Oh, ça fait tellement plaisir. On avait tellement hâte de te rencontrer. Moi aussi, depuis qu'on s'était parlé, on dirait que ça concrétisait encore plus notre belle journée aujourd'hui parce que ça va, pour ceux qui écoutent, vous le savez peut-être pas, mais on finissait avec une conférence ce soir, donc une grosse journée chargée, mais je suis vraiment contente d'être dans votre coin de pays. Oui, en plus avec une belle chaleur comme ça fait du bien. Il ne doit pas souvent faire des canicules, hein, par ici? Quand même. Oui, ça surprend des fois, mais le froid reprend le dessus assez rapidement aussi. Ce qui est aussi surprenant dans une journée, on peut avoir toutes les températures. Oui. Ouais. Fait que là, on va commencer. On va parler. C'est sûr qu'on aimerait ça que tu te présentes pour le moment, la première fois. Qui es-tu, toi, Marie-Ève Piché? Hey, la question, hein? Qui suis-je? C'est tellement philosophique. Premièrement, je suis une femme de 35 ans, maman de 5 enfants. J'ai grandi sur la rive sud de Montréal. J'ai été aussi à Montréal pendant mes études à l'université. J'ai éventuellement travaillé dans le milieu de l'intervention. Avec des jeunes toxicos aussi. Dans le milieu, j'ai étudié en psychologie à l'UQAM. Mais éventuellement, contre toute attente, je suis arrivée sur le web avec un blog qui a pris des dimensions qui ont comme dépassé mon entendement. Donc, ça s'appelle Maman Caféine. Donc, je suis sur les réseaux sociaux depuis maintenant 7 ans, presque 8 ans. Ça va vite. Oui, ça va très vite. Puis, donc, c'est ça, le blog est né, s'en est suivi majoritairement sur Facebook et Instagram. C'est vraiment mes plateformes chouchou. Le TikTok est comme arrivé en cours de chemin. Là. Je tente de collaborer avec TikTok. Là. C'est une amoureuse. Mais c'est ça, ils sont arrivés après ça, l'écriture... jusqu'à maintenant 4 livres, un autre projet en développement aussi, puis les conférences, par la suite quelques émissions télé, il y en a peut-être qui m'ont vu à Canal Vie dans les dernières années, mais j'avouerais que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. J'ai 4 garçons, une fille. Wow. Ouais, donc elle est celle qui mène dans la maison, étonnamment. Voilà. T'as pas le temps de t'ennuyer, toi, dans une journée. Non, je connais pas l'ennui. Je dirais pas non à plus de moments de paix, de silence. Mais en même temps, dès que ça devient trop silencieux, je me sens pas confortable. Donc, je pense que je fais en sorte que ma vie est toujours chargée. Mais c'est ça. J'essaie de trouver un équilibre, mais je pense que c'est la quête d'une vie, là. Trouver un équilibre. Okay. Oui, tellement. En plus, je pense que tu l'as pas mentionné, tu es aussi femme d'affaires. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Oui, j'ai une entreprise depuis maintenant presque 3 ans de sacs à main en cuir vegan. J'ai aussi une plateforme de formation en ligne pour des femmes qui se lancent en affaires. Donc, on les forme à s'incorporer, à ouvrir une boutique en ligne, voir leur marketing, organiser des lancements, etc. C'est très complet. Ça s'appelle Maman en affaires. Wow. Donc, il y a ça, oui, à travers, entre les branches. Mais c'est tellement un rôle important dans tout ce que tu fais, en fait, mais principalement aussi dans Maman en affaires. Tu sais, il y a tellement de femmes qui ont plein d'idées ou qui se partent en affaires, mais qui n'ont pas le support nécessaire pour bien évoluer ou... Mais souvent, le fait de partir en business est effrayant. Puis je compare souvent ça à la maternité. Tu vas porter un projet dans ta tête, tu vas décider de « Hey, je me lance ». Fait que là, tu vas y penser pendant tant de semaines, tant de mois. Éventuellement, tu le mets au monde.
Puis après ça, il faut que tu le fasses grandir. Puis t'as pas toujours un mode d'emploi qui vient avec le lancement d'une business. Puis pourquoi maman en affaires? Parce que j'ai l'impression que quand tu tombes dans le monde de la maternité, parfois tu peux te sentir isolée. Et c'est la même chose quand tu te lances en business. Donc, s'il n'y a pas des gens autour de toi ou dans ta famille qui ont déjà eu une entreprise, tu peux te sentir vraiment isolée puis toute seule à comprendre le parcours que tu es en train d'affronter. Moi, ma propre mère, c'est drôle parce que elle n'est pas encore capable, je l'adore, ma mère, mais je sais même pas si elle sait comment me décrire quand quelqu'un lui demande « Qu'est-ce que ta fille fait? » Tu sais, ma sœur, c'est clair, elle est FNI, elle travaille dans le milieu de l'automobile. Bon, elle a un titre. Moi, je pense qu'elle ne sait même pas quoi dire ou par où commencer ou en un mot, mais moi non plus. Fait que j'aime, tu viens de me remettre un peu comme devant le fait que c'est vrai, en quelque sorte, je suis une femme d'affaires parce que j'ai monté ma business de rien, en fait. Puis j'ai comme lancé tous ces projets-là, un à la fois, un petit peu en freestyle, comme on dit. Ouais. Wow. Parle-nous un peu de tes livres. Tu avais dit que tu avais 4 livres, c'est ça? Oui. Le premier, ça s'appelait Maman Caféine, guide de survie. Oh. Ouais, ça, c'était très drôle. C'était un livre vraiment comme bonbon un peu. Là. Il y a des témoignages de différentes femmes aussi qui sont venues raconter leur histoire de maternité. Donc, on a toutes sortes de réalités qui sont traitées là-dedans, mais aussi des sujets où on dédramatise un peu des sujets tabous de la maternité. Ne serait-ce que la sexualité, une fois que tu as des enfants, le retour au travail, l'implication, la charge mentale, l'implication de l'autre partenaire, les situations qui n'ont aucun bon sens quand tu as un enfant. Puis on dédramatise beaucoup ça, puis on y amène de l'humour et tout. Ça rendait ça un peu type BD, là, quasiment. Donc ça a été mon premier qui a été un best-seller en 2017-2018, l'année où ça a été écrit et sorti. Mm-hmm. Par la suite, j'ai écrit ma bio, qui s'intitule « Brisée » avec les éditions Pratico-Pratique, qui a été un best-seller aussi. Et après ça, je suis entrée dans le monde de la littérature jeunesse. Donc, j'ai sorti 2 albums pour enfants où on traite de la différence. Donc, ouais, la différence chez des enfants, justement, qui ont une différence marquée. Puis c'est né du fait que la fille de ma co-autrice, Joanie, a une petite fille qui a le syndrome de Treacher-Collins, donc qui est vraiment un syndrome qui atteint tout ce qui est crânio-facial. Donc, une différence vraiment au niveau physique là, du visage. Et Joanie, mon amie, est aussi atteinte du syndrome de Treacher-Collins. Donc, quand Léa Rose est née, elle est née aussi avec le syndrome, puis ça peut occasionner des regards, des commentaires, ça peut attirer, bon. Puis en vieillissant un petit peu, Léa Rose, ben, elle s'est mise à aller jouer au parc parce qu'elle n'a aucune déficience intellectuelle. C'est vraiment simplement au niveau du physique, là, du visage. Puis Joanie, elle redoutait ce moment-là où sa fille entrerait à la garderie, irait jouer au parc, etc. Puis elle me jasait, puis elle me disait, les parents savent pas comment réagir quand leur enfant pointe, quand leur enfant nomme avec des mots blessants. Oui. Ben oui. Puis elle dit, il faut les former, les parents aussi, sensibiliser les enfants, mais il faut aider le parent à jaser à son enfant aussi, puis même le parent l'éduquer lui aussi, parce qu'il y avait des adultes qui réagissaient pas de façon adaptée. Ouais. Donc, on a parti ces livres, ces albums jeunesse, puis à la fin, il y a 2-3 pages par des experts de Sainte-Justine qui vont vraiment parler aux parents, l'éduquer à bien intervenir avec son enfant quand il voit un enfant différent. Fait ça a été très, très primé là, dans les écoles, les CPE. Puis le 2e tome, on parle d'un petit garçon qui s'appelle Hugo, qui est amputé. Donc là, on a été en association avec les amputés de guerre aussi au niveau d'une parcelle intervention à la fin. Que
C'est vraiment fantastique. Puis, on a eu beaucoup de plaisir à écrire, à voir ce petit projet-là naître. On va le poursuivre à notre façon éventuellement, là, avec d'autres thèmes aussi. Oh, donc, voilà. Oui. Ben nous, on a lu ton livre « Brisé ». Avez-vous eu le temps de tout le lire? Pas mal. Pas mal. En grande partie. Oh, en diagonale. Vous avez dû lire rapidement, hein? C'est ça. Les derniers chapitres, c'était vraiment en diagonale, là, mais très intéressant. Vraiment. Merci. Puis on avait des questions par rapport à ça. Mm-hmm. Ben, en fait, on se demandait, tu sais, la violence, les agressions à caractère sexuel, est-ce qu'il arrive, d'après toi, est-ce que ça arrive de la même façon? Est-ce que ça commence de la même façon dans la violence conjugale ou les agressions sexuelles dans un couple? Est-ce que ça s'installe tranquillement? Ou... En fait, il n'y a rien qui arrive du jour au lendemain. Puis c'est ce que j'ai envie souvent d'expliquer aux gens qui ne comprennent pas. Donc, les gens à l'externe. La violence, elle s'installe vraiment pas du jour au lendemain avec un coup. Dans le sein d'un couple, là, d'une relation, les agressions sexuelles vont pas arriver de façon... c'est très rare que ça arrive d'une façon comme impromptue comme ça. Il y a une notion de contrôle qui s'installe avant tout, de manipulation, de mettre l'autre partenaire à un niveau où il va se sentir vulnérable, il va se sentir dépendant, il va perdre l'estime. Puis à ce moment-là, quand il est en situation de ne plus avoir de moyens sur lui-même, l'autre partenaire va éventuellement subir justement l'intrusion tranquille de la violence. Fait que souvent, ça va commencer avec des pensées qu'on met dans la tête de l'autre, des paroles. Puis une fois qu'on a laissé passer des insultes, des paroles ou des comportements déplacés, l'engrenage commence. Et c'est là que je dis, ton bras commence à entrer dans l'engrenage. Donc, la roue s'installe tranquillement. Est-ce que tu as vu des red flags, genre au début, là, où c'était vraiment... t'as rien vu passer? Avec le recul, je vois les red flags. Je les vois. Quand j'étais dedans, j'ai peut-être eu, oui. C'est pas vrai. Quand j'étais dedans, j'ai eu certains questionnements. Mais dès que tu as tes questionnements, l'autre personne, généralement, c'est des fins manipulateurs. Et ils sont bons pour venir... Tu sais, il y a l'épisode de violence qui est suivi d'une lune de miel. Donc, souvent, la personne sait que tu as vu le red flag, elle le sent, et elle vient te flatter dans le sens du poil pour que tu oublies ce red flag. OK. Puis que tu te remettes en question, puis tu t'en veuilles même des fois d'avoir pensé ça de l'autre. Moi, avec le recul... Les réactions un peu impulsives, je les vois. Les commentaires sur mon entourage qui étaient répétitifs, dénigrer beaucoup mon entourage, commencer à m'isoler. Avec le recul, je le vois. Des commentaires sur l'habillement, des commentaires sur le genre d'amis autour de moi. Tout ça, c'était des questions que j'aurais dû commencer à me poser. Quelqu'un qui t'aime, qui te respecte, quand tu fais rien de déplacé, que t'agis juste bien puis sainement, ne devrait pas, quelqu'un que t'aimes ne devrait pas commencer à te dénigrer ni à dénigrer ton entourage en aucun cas. Aucun cas. Exactement. Puis on dirait que c'est tranquillement, il va tasser les choses qui auraient pu te permettre d'allumer ou... Oui. Ils vont t'isoler. Souvent, ils vont isoler la victime. Donc, tout ce qui pourrait être, en fait, quelqu'un qui va te sortir de là. Tout ce qui pourrait être quelqu'un qui va te faire allumer. Ton entourage, généralement, là, moi, c'était mes parents en premier. Okay. Ils savaient que j'étais proche de ma mère, je pense. Puis là, tranquillement, là, c'était d'essayer d'éloigner mes parents de moi. Donc, de me prendre, puis d'essayer de, m'inviter à habiter chez lui. Et après ça, telle amie est niaiseuse, elle n'a pas rapport, elle est tout le temps sur le party, c'est pas une bonne influence. Puis là, tranquillement, les gens qui t'appellent, avec qui tu as du plaisir et tout, à qui tu pourrais te confier, là, ils les éloignent.
Comme ça, t'es certaine d'être prise en one-on-one avec lui quand arrivent les situations. Penses-tu que tes parents, ton entourage, ils savaient que tu avais vécu de la violence? Oui, éventuellement, ils en étaient conscients. À un certain moment, je veux dire, tu as des blessures. Je me suis ramassée à l'hôpital, là, quelquefois, dont une fois où ma mère, je sais qu'elle est venue. J'avais l'arcade sourcilière, là, comme ouverte, puis tout ça. Puis, ma mère avait fait le lien, là. J'étais pas tombée dans les escaliers, tu comprends? Donc, oui, elle savait. J'étais majeure. Elle a essayé du mieux qu'elle pouvait de me dire de partir de là, mais j'étais majeure. Donc, elle pouvait pas me prendre de force. Puis, je me sentais tellement dépendante, tellement vulnérable, tellement que j'étais rien sans lui à ce moment-là. Tu sais, l'escalade, elle avait été faite pendant plus qu'une année, là. Tu sais, je me suis fait traiter de non avant d'en arriver à recevoir des coups, là. Tu sais, de niaiseuse, de pas de jugement, de pas bonne, de ben, tu vas aller où? Tu vas faire quoi si je suis plus là? Tu sais, t'as plus d'amis, t'es toute seule, ta famille se fout de toi, alors que c'était tellement pas ça, mais comme il m'avait isolée, moi, j'avais moins de nouvelles, j'en donnais plus, j'en recevais moins. Donc, cette impression-là, ben, il a raison, je suis toute seule, c'est vrai, ma famille, j'ai pas de nouvelles. C'était vraiment, c'est jouer dans la tête de l'autre. Comme je dis, il n'y a pas de profil typique de victime au sens où on voit des juges, des policières, des avocates, des médecins, des caissières, des électriciennes, des éducatrices en service de garde, des mamans à la maison. Toutes les femmes peuvent à un certain point devenir victimes de violence quand il y a la bonne personne pour les manipuler. C'est jamais la faute de la femme. Personne n'est fautif de vivre de la violence. Puis, tu sais, c'est facile. Non, je veux pas dire c'est facile. Le gars, généralement, va tellement bien installer ses affaires pour faire croire à la femme, justement, que c'est sa faute. Tu sais, c'est elle qui a provoqué, c'est elle qui l'a amené à se fâcher, c'est elle qui a fait ce qu'il n'aurait pas fallu qu'elle fasse. Tu sais, il va tout faire pour la culpabiliser, dans le fond, pour un acte que lui seul est coupable. Absolument. D'où le sentiment... Moi, je me souviens de m'être excusée à en pleurer à genoux pour des coups que je venais de manger, là. Je me souviens m'agenouiller en m'excusant, en le suppliant, parce qu'après avoir mangé le coup, je réagissais, j'avais de la peine, de la colère. Puis, je me souviens, une fois, entre autres, j'étais au cégep à ce moment-là, puis j'avais une remise de prix, bref, pour une mention, puis c'était comme le lendemain, mais il était comme fâché que j'y aille, parce que là, il aurait peut-être pu avoir un homme dans la salle, tu comprends, là? Ben, okay. Dès que j'allais à quelque part, puis qu'il y avait peut-être un gars, en fait, même pas, juste d'autres humains, là. Puis il m'avait donné un coup, puis j'avais vraiment un ecchymose au visage, puis j'étais fâchée parce que je recevais un prix là, le lendemain, puis en tout cas. Puis il m'avait engueulée, puis ça avait fini que il voulait me laisser. Puis moi, j'étais en mode « Non, pars pas, reste avec moi, je m'excuse pour ce que je t'ai fait. » Quand je regarde ça avec du recul, ça n'a aucun sens. Mais tout ce qu'il m'avait dit qu'il avait fait dans cette même soirée tendait à me porter responsable de l'acte qu'il venait de faire. Donc, lui se déresponsabilisait de ça. Moi, j'étais la coupable de ces actes de violence. Puis c'était moi qui devais... lui, c'est le contrôle, en fait, qu'il cherchait. Donc, en disant qu'il allait me laisser et tout, là, il reprenait le contrôle sur la situation. Aïe, aïe. C'est fou, hein? C'est fou. Tellement, puis... Je sais pas si t'es allée à la soirée, mais c'est toi, en allant à ta soirée, pour lui, c'est comme une perte de contrôle. C'est une perte de contrôle et non, je n'y étais pas allée. C'est ça la réponse. Et je me souviens qu'au préalable, j'avais perdu énormément de poids. Dans cette relation-là, j'avais développé un trouble alimentaire à l'époque, qui étonnamment, c'est pas mal réglé du moment où j'étais plus avec lui.
Red flag. Donc, oui, parce que il me traitait de grosse. Il me traitait de pas belle. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. À un moment, tu cherches toi aussi à garder un contrôle du mieux que tu peux. Donc, moi, c'était par là. Puis, en fait, entre les épisodes de violence, j'avais surtout plus d'appétit, là. J'allais pas bien. J'avais perdu énormément de poids. Puis là, il n'y a plus rien qui me faisait pour sortir de chez nous, de chez eux. Puis, on était allés magasiner une semaine avant, mais il m'avait dit que c'est lui qui allait choisir ce que je mettais. Okay. C'est lui qui allait payer, fait que c'est lui qui choisissait. Oh. Parce que moi, j'étais niaiseuse, j'avais pas de job. C'est ce qu'il me disait. Yeah. Donc, il m'avait acheté un truc, le manche long, pantalon long, puis bon, bref. Puis il m'avait engueulé que j'aille pas à la soirée, parce que là, j'étais défigurée. Là. Pour vrai, ça avait juste pas de sens. J'avais pas l'énergie. Puis il m'avait fait porter le chapeau de pas aller à cette soirée-là, puis j'avais dû trouver une façon d'aller faire retourner les vêtements au magasin puis les faire rembourser. Tu sais, c'est comme... Je repense à ça, puis j'en reviens pas moi-même avec du recul d'avoir... Je veux pas dire tomber si bas, c'est pas vrai, non. D'avoir été aussi prise dans cet engrenage-là. Je n'en reviens pas avec un recul. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est que là, aujourd'hui, à l'âge de 35 ans, je vois avec du recul le chemin que j'ai fait aussi. Mm-hmm. Parce que je vois d'où je viens. À ce moment-là, c'était impossible pour moi de comprendre dans quelle situation j'étais. Mm-hmm. Mais si je suis capable de le voir avec du recul, c'est que c'est possible, éventuellement. Ben oui. Oui. Puis, quel type de violence t'as vécu? Dans cette relation-là, j'ai vécu de la violence psychologique, physique, sexuelle aussi. Donc, il m'a forcé à plusieurs reprises à faire des actes sexuels dont j'avais absolument pas envie. Puis, tu sais, on a beau dire le consentement, quand tu dis non, c'est non, même quand tu es en couple. Oui. Ouais. Absolument. Puis ça... c'est tabou encore. Là, on le comprend pas. C'est ça, on dirait que c'est encore très banalisé, surtout dans certains cas où les couples sont mariés, ben ils pensent que c'est un devoir de devoir acquiescer à toutes les demandes, alors que c'est pas vrai, là. Non. Le fameux devoir conjugal, on peut-tu enlever ça du dictionnaire, mettons? Oh, tellement. Oui. On peut-tu? C'est quoi ça? On est en 1930, là? C'est ça. Voyons. C'est quoi? Tu sais, le devoir conjugal. Franchement, ça me rentre pas dans la tête. Puis je veux dire, même les jeunes au secondaire, là, qui écouteraient, là, t'es en couple avec un jeune homme, là, si t'en as pas envie, là, il s'organisera. Ben, tellement. Hein? Il s'organisera. Il fera ce qu'il a à faire. Toi, si t'as dit non, c'est non. Moi, j'ai vécu de la violence sexuelle en grandissant. Donc, les premières relations que j'ai avec des hommes sont pas saines dans la vie. Mm-hmm. J'ai vécu de l'abus, j'ai vécu de l'inceste pendant des années et des années. Donc, moi, dans ma tête, une relation sexuelle saine, je savais pas c'était quoi. Non. Même une relation saine avec un homme. Mm-hmm. Puis quand tu grandis avec ça comme base, t'as l'impression que l'amour, la douceur, le contact physique doit venir avec un devoir. Mm-hmm. Je te dois quelque chose. Ouais. Tout le temps. Et si j'agis bien, je vais être récompensée. Donc, parce que comme enfant, c'était ça, tu sais. Donc, puis j'en parle un peu dans mon livre Brisé, mais quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que dans cette relation-là, c'était si je suis fine, je mangerai pas de coups. Mm-hmm. C'était la même chose. Si je dis oui à ça, je suis safe. Ouais. Donc, puis c'est très, très insinueux, là. C'était très inconscient. Parce que je le rappelle, j'étudiais quand même en psycho, là, à ce moment-là, au cégep. Même j'étais en sciences humaines, profil psychologie. J'envoyais des études de cas où il y avait des victimes de violence. Mais moi, c'est pas ça que je vivais. Moi, dans ma tête, c'était pas ça. Mm-hmm. Moi, j'étais pas comme ça. Tu sais, à quel point on peut devenir déconnecté. Ben oui. Oui. Donc, non, la violence sexuelle, lorsqu'il y a un concept de couple, il y a une zone grise encore, mais il devrait pas y avoir de zone grise. C'est ça l'histoire, c'est que c'est blanc ou c'est noir, c'est oui ou c'est non. C'est ça, exactement. Puis ce qui est dommage, c'est que c'est encore très difficile pour les femmes qui désirent porter plainte après des violences sexuelles
la part de leur conjoint, de leur mari, parce que, justement, c'est une relation qui est là, tu sais, c'est difficile à prouver qu'il y a... C'est un très bon point. Ce que tu amènes là, c'est un point majeur. Mm-hmm. Va à la police pour porter plainte. Mm-hmm. Je dis pas que les corps policiers sont pas à l'écoute, mais vraiment pas. Au contraire, j'ai eu de très, très beaux... très belles relations lorsque j'ai voulu demander de l'aide. J'ai eu beaucoup d'aide. J'ai été très, très bien guidée. C'est pas ça. C'est juste, la femme se dit, je vais aller dire ça. Puis on va me dire, ben c'était qui? Ben c'est mon conjoint. Mm-hmm. Ben c'était quoi le contexte? Mais en fait, il n'y a pas de contexte. Je ne voulais pas. Il m'a forcé à le faire contre mon gré. Je vis un trauma. Je suis pas bien avec ça. Je me sens pas bien. Je sens qu'on m'a violée. Uh-huh. Il y a pas mille façons de décrire comment on se sent, comment on se sent violé. Point final. Ouais. C'est ça. Peu importe c'était qui. Mm-hmm. Oui. Fait que toi, tu as parlé dans ton livre des abus que tu as vécu en étant jeune. Est-ce que tu as fait un dévoilement? C'était avec qui? En fait, j'ai parlé pour la première fois de l'abus que j'ai vécu enfant lors de ma première grossesse. OK. Lors de la grossesse de mon plus vieux, ça a été le déclencheur. Donc, je tenais ça secret pour moi et moi uniquement depuis l'enfance. Donc, ça faisait des années. Oui, j'avais des mécanismes de défense établis. J'avais des réactions post-trauma qui n'étaient pas claires pour les gens autour de moi, sûrement, mais qu'après coup, faisaient du sens peut-être pour certains quand j'ai parlé, mais ça s'est déclenché quelques semaines avant mon échographie pour le dévoilement du sexe. OK. Je me suis comme mis à penser le soir que c'était 50% de chance un gars, 50% de chance une fille. Ouais. Mm-hmm. Puis que c'était pas juste « Ah, j'aimerais tellement avoir un petit gars ». C'est pas ça qui le définit. Et ça m'a... un coup de 2 par 4. Ouais. Je me suis dit « Oh my God, si c'est une fille ». C'est là, pour moi, là, la crise d'angoisse m'a pris. Ça a comme réveillé quelque chose. Ça a d'insupportable. J'étais tellement bien et heureuse de devenir maman. J'avais vraiment trouvé une vocation dans ça. Parce que longtemps, j'ai pas voulu d'enfant, étonnamment. Genre, je me ramasse avec 5. J'en ai tellement pas voulu longtemps parce que j'étais échaudée, là. J'étais pas avec les bonnes personnes. Donc, c'est sûr que j'avais pas envie de ça, t'sais. Mais quand je suis tombée enceinte, j'ai découvert que j'étais peut-être sur le bord de passer à côté de ça. Puis, je pouvais pas croire que j'allais donner naissance à une petite fille. Puis, dans ma tête, c'est qu'elle pourrait vivre ça. Ouais. Puis pour moi, c'était impensable. Puis je me suis même dit, mais si c'est une fille, c'est sûr que je vais la perdre. C'est sûr ma grossesse, il va arriver quelque chose. Parce que c'est sûr que dans ma tête, là, c'était tellement un raz-de-marée, là. T'as vécu beaucoup d'anxiété durant ta grossesse? Oui, énormément. Puis c'est là un soir où je me souviens, là, le père là, de mon fils, là, il avait dit, là, je sais pas ce que t'as, là, mais c'est pas normal. Il y a de quoi de pas normal qui se passe. Qu'est-ce que t'as? Puis il m'avait dit, on se couche pas jusqu'à... Il était tard le soir, puis il avait dit, on se couche pas tant aussi longtemps que tu m'as pas dit qu'est-ce qu'il y a. Puis ça a comme sorti. J'ai dévoilé. Puis au cours des semaines, ma mère a senti de quoi à un moment donné aussi qu'elle allait pas... Que je me suis mis à en parler juste à mes proches. Okay. Puis au fil des années, tu sais, j'ai même eu des jugements de certaines personnes de ma famille parce que... Pourquoi t'en as pas parlé avant? Mais la fameuse question. Hein. T'es-tu sûre? Me faire demander ça. T'es-tu sûre? Et si tu savais comment je suis sûre? Ouais. Veux-tu vraiment qu'on parle de si je suis sûre? Ouais. Moi, j'ai aucune fierté. Ça me prend tout mon petit change en ce moment pour en parler. Et tu me demandes, est-ce que t'es sûre? Quand ça m'a pris des années, des dizaines d'années avant d'ouvrir mon cœur, puis on me remet en question. Ben oui, puis ces paroles-là, ils ont sûrement fait autant mal que les agressions elles-mêmes. Je vais le dire très transparent, là, ça a fait plus mal.
Les agressions, ça s'est passé, ça a laissé des marques, mais la remise en question de des gens en qui j'ai confiance et en qui je décide d'ouvrir cette partie-là, moi, qui faisait tellement, mais tellement mal, je pouvais pas croire qu'on me posait cette question. Puis en même temps, c'est ce qui fait le pouvoir et le contrôle de ces agresseurs-là, c'est à quel point ils sont bons pour cacher ce qu'ils sont. Ah, tellement. À quel point ils font ça d'une main de maître. Personne ne pouvait croire à ça. Après, tout le monde se questionnait, mais comment, puis quand, puis... Hey, vraiment, tu sais... C'est souvent ceux auxquels on s'attend le moins d'avoir des comportements comme ça. Il y a des statistiques, je crois. Hein, peut-être vous êtes plus proche de ça que moi, mais il y a des statistiques qui prouvent là, qui tendent à dire que c'est des personnes souvent dans l'entourage de l'enfant en premier, là, quand on soupçonne justement... Oui, souvent c'est une personne que tu connais. Oui. C'est ça résonne. Ça résonne. Ouais. Vraiment, puis c'est une personne souvent qui a une proximité avec toi, avec la famille, fait que c'est... Avec une confiance aussi. Dont les parents ont confiance aussi. Oui. Souvent, oui. Oui, puis ces gens-là aussi, comme ils ont une proximité avec l'entourage, vont être bons pour te manipuler face à tes proches. Donc, tu sais... moi, ça s'est fait autrement, mais tu sais, ça peut être quelqu'un qui menace de faire du mal à sa famille ou à faire de la peine aux proches ou, tu sais, ça va démolir papa, maman, si tu le dis, tu sais. Donc, comme il est conscient, lui qui est proche de l'enfant ou de la victime, il est conscient de l'importance de ses proches, fait qu'il va aller jouer sur, c'est ça, sur les terrains qui sont des zones plus sensibles. Oui, exactement. Puis avec tous les traumas que tu as vécus en étant jeune, comment ça s'est passé durant tes années de primaire, secondaire? Primaire, ça a été... tu sais, j'étais pas la populaire de l'école. J'étais pas la... Je crois pas avec du recul que je peux qualifier que j'étais rayonnante. Tu sais, j'étais malheureuse dans mon cœur. Je pense que je semblais avoir une enfance normale, mais je me souviens vivre beaucoup de peine, beaucoup de mélancolie. Avais-tu tendance à t'effacer? Oui. Oui, j'étais pas celle qui avait, mettons, la grosse gang à l'école. Je vaguais d'une personne à l'autre. Puis j'avais comme une ou deux amies, puis en qui je mettais de l'importance. Puis si... je vivais un rejet parce que, tu sais, quand on est enfant, on a des chicanes d'enfants de récré, là, que j'appelle. Moi, je réagissais pas comme une enfant normale, entre parenthèses. Ouais. Moi, j'ai été démolie. Mais démolie en faire quasiment une dépression si une amie au primaire me repoussait. Tu sais, c'est normal d'avoir de la peine, mais moi, je le vivais là, comme une fin de mon existence. Là. Okay. Comme si je n'apparaissais que dans le regard de ces deux amis-là. Donc, le rejet des gens en qui j'avais confiance, qui m'apportaient du bien, était excessivement douloureux. Ça, je me souviens de ça, oui. Est-ce que tu avais des mécanismes de défense à ce moment-là? Oui, la peur du rejet. Donc, au secondaire, l'auto-sabotage, beaucoup. Okay. Préférer saboter certaines relations ou activités ou... chose plutôt que de subir un échec ou un rejet. J'aimais mieux si je sentais que j'étais trop attachée ou trop bien dans quelque chose, j'aimais y mettre fin d'une certaine façon pour contrôler la façon dont ça se terminait ou l'évitement, beaucoup. Tu sais, tout ce qui aurait pu être de l'échec ou quelque chose que je contrôle pas ou je pourrais ne pas être la meilleure, ben je préférais l'éviter. Donc, trouver des excuses, m'effacer, ça beaucoup. Parce que je pouvais pas supporter, mettons, de pas être bonne dans quelque chose. Parce que je me sentais déjà tellement pas bonne. Puis j'avais une anxiété de performance excessivement immense. Parce qu'encore là,
Je me sentais tellement rien, tellement salie, tellement qu'il fallait au moins que je réussisse dans quelque chose. Puis là, mettons, moi, c'était mes notes. OK. Mais c'était l'école. T'es allé chercher une valorisation, là. Ah, uniquement là-dedans. Tout mon parcours scolaire. Ouais. Puis quand tu dis que dans tes relations tant amicaux, quand tu te sentais bien, mais tu sabotais, est-ce que tu penses que c'était parce que tu étais habituée à avoir des relations qui n'étaient pas tellement saines? Ben, c'est sûr. Une relation saine me faisait peur. Ben oui. Parce que quand tu as une relation saine, il y a un risque tout le temps. Puis c'est ça la vie. Ouais. C'est que tu contrôles pas l'autre parce qu'une relation saine, il n'y a pas de contrôle, il y a de la confiance. Ouais. T'aimes quelqu'un, il t'aime en retour, tu fais confiance à cette personne-là, mais tu peux pas contrôler si cette personne-là, à un certain moment, ne t'aime plus pour ses raisons à elle. Mm-hmm. Donc, à quelque part, c'était insupportable pour moi de me dire que mon cœur risquait de se faire briser ou d'avoir mal. Ouais. Fait que quand tu sabotes inconsciemment, ben tu sais à quoi t'attendre. Oui. Ça va se terminer, ça va se scraper, ça va... Donc, c'était ma façon peut-être de me protéger, de le voir venir, fait que de me préparer mentalement. Oui, c'est ça. Oui. Puis là on était, mettons, primaire, secondaire, puis quand vient le temps de rencontrer une nouvelle personne, je sais pas où tu en étais dans ton cheminement, tu sais, par rapport à tout ce que tu avais vécu, mais quand tu rencontres une nouvelle personne, puis que l'autre t'accueille avec tout ton bagage, c'est quoi le défi qui l'attend, lui? Ben moi, comme ça a été tard, le moment où j'ai parlé, je pense que c'est un contrat, quand même. C'est quand même ouais, faut que la personne soit prête à accueillir. Faut que la personne soit compréhensive. Faut que la personne aussi comprenne que tu n'es pas défini uniquement par ton passé ou par ce que tu as vécu. Donc, c'est pas à poser sur ton visage avant que tu lui en parles. Et c'est comme ça, c'est correct aussi. Ouais. Ça fait partie de ton background, ça ne te définit pas. Et quand l'autre t'accepte, t'accueille comme ça, techniquement, ça va bien, mais il faut que la personne comprenne que toi, tes réactions sont teintées de ton passé. Et c'est comme ça pour toujours, alors que l'individu aussi a peut-être un background, puis tu vas accepter aussi ses réactions. Sauf que oui, ça peut venir avec il faut une grande compréhension, une patience. Et je le dirai jamais assez, mais une douceur. Quand tu es échaudé de la violence, ça prend de la douceur. Et à ce jour encore, j'ai énormément de misère à me faire dire un compliment. Je ne reçois aucun compliment. J'en reçois, mais moi, je les accueille pas. OK, encore aujourd'hui. Je suis incapable. Très, très difficile pour moi. C'est comme un nœud dans la gorge. À chaque fois, c'est comme... Faut que je dise merci à ça. Mais tu sais, comme comment dire merci quand tu y crois pas, puis t'es là, yanguille sur roche. Quand c'est trop doux aussi, là, comme il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça doit pas être normal. Mais au fil du temps, on finit par défaire ça petit peu par petit peu. Tranquillement. C'est possible. Oui. Puis là, c'est sûr, là, tu as un bon cheminement. Tu sais, t'es avec tout ce à quoi tu jongles aujourd'hui, là. Tu sais, c'est un beau cheminement. Puis ça a commencé comment, ton cheminement? Bien, j'ai commencé avec de la thérapie. Okay. Quand j'ai commencé à parler, je suis allée chercher de l'aide à l'externe. On reste pas pris avec ça. Mm-hmm. Surtout pas. J'aurais pas fait le 1 centième de ce que j'ai accompli aujourd'hui à 35 ans si j'avais pas été chercher de l'aide. Ouais. Il y a pas de recette miracle. Va chercher de l'aide, entoure-toi. Mm-hmm. J'ai lu, j'ai assisté à des petites conférences de gens qui avaient des témoignages qui venaient me chercher, dans lesquels je pouvais me retrouver pour m'inspirer, voir des gens qui s'en sont sortis, parce que quand tu commences à parler, tu veux voir c'est quand ça va être possible d'aller bien. Oui, c'est ça. C'est ça que tu veux. Tu veux voir que c'est possible. Enfin, que j'ai beaucoup cherché à m'entourer de ça. J'ai parlé
on m'avait tenue dans le silence tellement d'années. Oui. Moi, je suis une fille extravertie qui parle fort, qui s'exprime fort, qui rit fort. Puis, je me souviens, quand je vivais de la violence, le jeune adulte, c'est une des premières choses qu'il me disait, là, tu parles trop fort, chute, crie pas comme ça, parle moins fort. Puis je me souviens à quel point ça venait me chercher dans les tripes parce que on m'avait dit toute ma vie de me taire, de pas parler, C'était comme encore, juste ça, c'était une forme de violence pour moi, tu sais. Oui. Fait que de me repermettre d'être qui je suis, avec ma couleur, avec, ben oui, je parle fort, ben oui, je gesticule, puis je suis comme ça. C'est tout. Oui. Si ça te plaît pas, désolé. Tu ne trouveras jamais ton compte avec moi. Ouais. C'est impossible que je sois effacée et discrète. C'est de l'assumer aussi. Apprendre à s'assumer. Oui, c'est facile à dire. C'est pas facile à faire. Oui. Mais t'entourer de personnes qui t'accueillent comme t'es, ça te permet de t'établir. Ça te permet d'être... Ben moi, quand je suis moi, ben Samila, elle me réinvite à aller souper quand même. Ça se peut-tu que c'est correct? Ben oui, c'est ça. C'est de réapprendre aussi, c'est quoi le message que ton être te donne, tu sais, quand tu apprends à t'écouter, puis quand tu te permets d'être toi-même. Oui, parce que notre instinct, notre sensibilité, tu sais, quand tu tournes à ton instinct puis à tes émotions à l'interne ou aux signes, je crois beaucoup aux signes dans la vie, autour de nous. Je crois beaucoup, c'est ça, à des énergies plus grandes que nous. Puis quand on se met en mode ouverture, puis en mode être à l'affût de... On est guidé très bien. On est bien guidé. Il suffit d'ouvrir les oreilles, les yeux. Ah, tellement. Tout. Moi, j'ai encore à ce jour, quand j'ai besoin d'un petit clin d'œil, là, puis que ça arrive, je regarde en haut, puis je fais « Merci. J'avais besoin là, merci. » Ça arrive au bon moment, mais il faut le demander. Aux gens après nous, mais à plus grand que nous aussi. Je crois à ça. Donc, je pense que, ça aussi, ça peut nous aider, la spiritualité. Peu importe la forme, peu importe en qui, quoi, comment tu crois, ça peut aider. Oui. L'important, c'est de demander de l'aide. Oui. Puis quand tu as parlé de ton cheminement, puis j'ai lu dans ton livre que c'était grâce à tes enfants que tu as pu avancer. Est-ce que chaque enfant t'a permis de faire un pas en avant ou comment? Ben oui, d'une manière, j'allais dire forcée. Mon premier fils, je crois que c'est ce qui m'a fait parler. Parce que j'ai l'impression que j'en aurais peut-être pas parlé si j'étais pas devenue maman. Ça a été mon déclencheur. Puis de vouloir être la meilleure maman possible d'un enfant à l'autre, d'avoir envie de régler mon hypervigilance, mon stress, parce que là, je voulais les surprotéger. Ils m'ont appris, ils m'ont guidée là-dedans, en devenir une meilleure version de moi-même, la meilleure version de moi-même possible comme maman et comme, par le fait même, la meilleure version de femme que je pouvais être. Donc oui, mes enfants m'ont beaucoup fait cheminer. Puis encore à ce jour, mais je pense que tout parent chemine une fois qu'il y a des enfants. Peu importe son background, t'en apprends beaucoup sur toi. Puis t'as un petit miroir devant toi. Ah oui, tellement. Les enfants, c'est un miroir de nous-mêmes. Là. C'est ouf. Puis justement, je voulais te poser la question. Le fait d'avoir une fille, est-ce que tu penses que tu l'as comme plus surprotégée que tes garçons ou comment t'as vécu ça? Très bonne question. Moi, ça part de loin, cette crainte-là, cette relation-là mère-fille, pas parce que je n'ai pas eu une bonne avec ma mère, mais bien à cause de mon passé. Avant chacun de mes garçons, j'ai fait des fausses couches. OK. Puis j'ai eu quand même 4 enfants en 5 ans. Fait que j'ai été enceinte longtemps. Puis avant chacun de mes garçons, je perdais un bébé. OK. Puis, mais toutes ces années-là, je cheminais. Puis, un médecin, un moment donné, ma 3e fausse couche, là, j'avais dit, tu sais, c'est comme pourquoi tout le temps moi? Puis pourquoi c'est-tu normal? Puis il m'avait dit, tu sais, Marie-Ève, il y a des études très, très, très poussées, là, scientifiques, qui prouvent que dans le cas de fausse couche, puis où une grossesse qui est rapide après une fausse couche,
moi, je retombais toujours enceinte dans les 6 semaines après mes curetages. Oh, wow. Puis, il m'avait dit, le corps fait un tri naturel, se protège et va laisser passer le sexe opposé du bébé qui vient d'être perdu. Comme si c'est un réflexe très, très physiologique du corps de se reproduire, tu sais. Puis je retombais toujours enceinte de garçons. Fait que là, j'y avais dit, c'est-tu parce que je peux pas avoir des filles? Oh. Puis là, il avait dit, ben peut-être pas, mais tu sais, ça peut faire un certain sens parce qu'il y a des conditions. Mm-hmm. C'est réel. Il y a certaines femmes qui, pour X raisons, là, le corps, il y a des spermatozoïdes moins forts ou les ovules vont laisser moins passer un des deux sexes. Là. En tout cas, plus poussé que moi, là, je suis pas médecin là-dedans, mais bref, tout ça, il m'avait dit ça, puis c'était resté dans ma tête, là. Mm-hmm. Puis j'ai cheminé. Moi, je continuais d'être en thérapie, puis de grandir, puis d'évoluer dans ma guérison. Puis après mon 3e fils, je tombe enceinte, mais je l'ai pas perdu. Okay. Puis c'était ma fille. Oh. Puis je savais pas que c'était une fille encore, mais je me souviens m'être dit, je sais que je suis rendue capable d'accueillir une petite fille dans ma vie. Je serais capable, là. Il y a 1 an, non. Maintenant, je suis capable. Puis quand j'ai su que c'était une fille, j'étais en paix avec le fait de savoir que je portais une petite fille. Wow! Ouais. Il y avait comme une préparation, toi, personnelle, qu'il fallait que tu fasses. J'aime croire que oui. En fait, je le crois profondément dans moi. Mm-hmm. Après ça se prouve-tu? Il y a quand même des odds, là. Mm-hmm. Mais je sais que quand je tombe enceinte de ma fille, je me sentais, puis je vais le dire avec des mots crus, mais je me sentais trop salie. Mm-hmm. Okay. À chaque fois où je tombais enceinte de mes garçons, pas que, mais je me disais, il n'y a aucune petite fille qui va vouloir grandir en moi avec ce que j'ai vécu. Ouais. Puis quand je tombe enceinte de ma fille, ça, je le portais plus, ce sentiment-là. Oh. J'étais pas complètement guérie. Je crois pas qu'on guérit à 100%. Je crois qu'on est en processus d'aller mieux. Mais je sais que je ne me sentais plus. Je pouvais plus dire verbalement, je me sens sale, je l'avais plus, ce sentiment-là. J'étais prête à accueillir une petite fille. Wow. Ouais, j'ai eu ma petite fille. Puis oui, je la surprotège peut-être un peu versus mes garçons. Oui, un petit peu. Je trouve ça plate parce que j'ai l'impression que je vais intervenir moins fort avec ma fille, je vais être plus permissive. Mais en même temps, et comme avant, j'ai eu un autre bébé après, là, qui a 2 ans, puis présentement, c'est un petit gars, puis mais tu sais, il porte quasiment les mêmes vêtements que ma fille de 7 ans, là. Fait que j'ai un mastodonte, le dernier, ça n'a aucun sens. Mais ma fille est tellement, tu sais, elle est née à 34 semaines, elle pesait 4 livres tout juste, elle est super délicate, elle est vraiment tout petite, une petite blonde, tu sais, moi qui pensais tellement avoir une petite fille foncée, là. Puis une petite blonde châtaine aux yeux verts, puis je suis comme... On dirait que j'ai de la misère, mais pourtant, elle a un sale caractère, là, tu sais, je veux dire, je devrais intervenir au même niveau, mais non, je sais pas, là, avec ses yeux, elle me manipule bien raide, c'est correct. Ça, c'est à suivre, là, ça va peut-être changer. Mais on a-tu tendance, tu trouves, à penser que nos garçons sont plus forts, qu'on va avoir plus tendance à enrober nos filles? Je crois que malheureusement, oui, ça, hein? Encore. Peut-être qu'on va travailler ça au fil des années, mais j'ai l'impression que j'enrobe plus ma fille de Watt que mes gars. Je trouve ça poche parce que s'il y en a bien une qui se défend bien, c'est elle, tu sais. Puis, mais à la base, je sais que je suis une maman... Ben, écoute, rendu là, je pense qu'on suit notre instinct puis notre cœur de maman avec nos enfants. On reste le meilleur juge pour savoir comment on les éduque, là. Ça, je le dis toujours, là. Il y a des bibles qui existent, là, le mieux vivre, le ci, le ça, mais comme, écoutez-vous, là. Ouais. Au final, après 5, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Oui, c'est ça. À partir du moment où t'es enceinte, jusqu'à temps que t'accouches puis que tes enfants aient 18 ans et même plus encore, tu vas recevoir plein de conseils. Ouais. T'en prends, t'en laisses, OK? Tu gardes ce qui te fait du bien puis tu laisses ce qui te fait pas de sens. Mais... pourtant, je sais que je suis une maman qui les enrobe beaucoup encore, qui est comme mon plus vieux entre au secondaire. Puis je le sais que, tu sais, des fois, je les infantilise plus que où ils sont rendus. Je le sais, ça. Mais tu sais, j'en suis consciente. Puis j'essaie comme de leur donner une plus grande autonomie encore.
Je sais qu'ils peuvent en prendre plus que ce que je donne. Ouais, je travaille là-dessus, là, tranquillement. Ouais, je devrais apprendre aux premiers à faire le gazon bientôt, là. Ça ferait du bien, là. Ben oui. Ou sortir les poubelles. Et sortir les poubelles. Alors, ça je m'en viens pas pire. Mais tu sais, tu vois, j'ai encore tendance à... des petites tâches du quotidien, beaucoup les enrober, là, beaucoup les prendre en charge. Mais pourtant, tu sais... C'est parce que je sens qu'ils ont ce besoin-là, parce que je reproduis un besoin que moi, j'avais petite, peut-être. Ouais. Je sais pas. Comme les anniversaires de mes enfants, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Je reconnais quelqu'un d'autre. Mais je le dis. Mais pourtant, mes parents ont souligné mon anniversaire, mais jamais avec autant de... Et est-ce que je rêvais de ça secrètement, peut-être? Puis là, je le répète parce que je l'ai pas vécu de même. Là, mais ça fait aucun sens. Mon fils de 2 ans n'aura aucun souvenir de ça. Oui, mais nous, on va s'en souvenir. Mais moi, je m'en souviens. Moi, je suis fière de ça. Mais c'est ça, il y a quelque chose... Mais ça, c'est peut-être comme très typique de plein de mamans, je sais pas. Ben oui. Puis toi, t'avais parlé... dans le fond, que tu as cheminé et tout. Est-ce que tu penses que d'avoir parlé, ça t'a permis d'avancer et tout? Mais pour une personne, mettons, qui veut plus jamais en parler, est-ce qu'elle va cheminer quand même, selon toi? Tout dépendamment des outils qu'elle peut aller chercher pour elle-même. Donc, tu sais, que ce soit par la lecture, des groupes de discussion, de sensibilisation, comme je dis, des conférences, des témoignages, un sport ou un hobby dans lequel elle va s'épanouir, elle va cheminer. Mm-hmm. Mais j'ai tendance à croire qu'on doit vraiment, vraiment, honnêtement, aller chercher de l'aide. Puis c'est pas obligé d'être une dénonciation. J'encourage à dénoncer tellement, là, je vous le dis, mais je le sais que c'est tout un processus. Moi, je n'ai pas eu à dénoncer à la police parce que mon agresseur est décédé quand j'étais quand même encore au primaire. Okay. Ce fut ma libération. Mais reste que, tu sais, comme dans les autres relations que j'ai eues, j'ai pas dénoncé alors que dans ma tête à moi, j'aurais dû. Ça l'aurait tellement aidé à mon cheminement. Je crois vraiment qu'il faut parler. Mais on peut trouver une autre personne de confiance sans avoir à étaler puis en écrire un livre. Mm-hmm. J'ai écrit un livre parce que je l'ai brisé, ce silence-là. Puis brisé, ça avait plein de significations, comment je me sentais, parce que j'ai l'impression que j'étais un bibelot recollé, qui est rendu plus fort, mais qui a quand même ses fissures. Ben, je veux dire, j'ai été brisée. Oui. Je le suis dans ma tête pour la vie, mais est-ce que ça veut dire que j'ai toutes mes pièces quand même? Oui. Mais il y a quelque chose qui est là, qui va demeurer, mais comment apprendre à vivre avec? Mm-hmm. Mais briser le silence aussi, c'est essentiel. Moi, dans ma tête, il faut parler. Mm-hmm. Trouver une intervenante, trouver une amie, une oreille. Mais confiez-vous. Écrivez, au pire. Il y en a que ça va être par la musique, il y en a... Mais trouvez-la votre voix. Oui. Gardez ça en dedans, ça... Il y aura toujours un petit quelque chose. Là. C'est toxique. Oh, c'est lourd. C'est très lourd, c'est pesant. Mm-hmm. C'est pesant. Ça grandit, ça pèse. Il y a quelque chose dans... Ça fait même une douleur physique réelle. Tu sais, l'anxiété, la boule au ventre, le cœur qui serre. Il y a vraiment des vraies répercussions physiologiques. Oui, oui, parce que si on regarde ton histoire à toi, être enceinte, ça a provoqué ce que tu en parles, mais il y en a pour qui que même le fait d'avoir des enfants, ben, même si ça a réveillé quelque chose, ben, ils n'en ont pas parlé. Oh my God! C'est trouver au moins une personne à qui parler. Même s'ils ne veulent pas dénoncer, mais c'est important de trouver quelqu'un à qui parler. Mais il y a une amie ou une psy? Parce que j'ai eu des amies très compréhensifs, très proches, très aimantes. Mais je crois que c'était ma psy. Oui, c'est ma psy qui m'avait dit. Mais ça, c'était...
quand j'étais enceinte, là, c'était pas enfant. Fait que quand j'étais enceinte, puis que je la rencontrais, puis que elle m'avait aidée à affronter le fait d'en parler à ma mère pour la première fois. Puis je voulais pas. Puis je disais non, parce qu'elle me regardera plus pareil, parce que je vais la démolir, parce que je vais scraper tout ça, son univers. Puis elle m'avait dit, parce que là, j'étais enceinte, je savais pas si c'était un garçon ou une fille, on se souvient, je paniquais encore à ce moment-là. Puis elle m'avait dit, si, admettons, là, c'est une petite fille que toi, admettons, dans ton ventre, puis si elle t'arrivait, puis elle te racontait, tu savais qu'elle avait vécu ça, admettons, t'aimerais-tu qu'elle aille chercher de l'aide, puis qu'elle parle? Ben oui. Mais c'est ça. Si tu veux ça pour ton enfant, tu veux ça pour toi. Oui. Comme maman, tu veux être une maman épanouie et heureuse pour avoir un enfant épanoui, heureux au maximum. Oui. Parce que même si tu es une très bonne maman, puis tu gardes tout ça pour toi, OK? Ça va teinter quand même la personne que tu es. Tu seras peut-être jamais aussi dans le moment présent avec tes enfants. Tu vas peut-être toujours rester un peu dans ta tête dans certaines situations. Tu vas peut-être te brimer, toi, d'être au meilleur dans ta vie. Tu sais, je te dis pas que parler t'amène le bonheur automatique, ce serait mentir. Je te dis juste que parler amène une libération, puis éventuellement un début de guérison. Mais tellement, ça permet d'avoir un cœur plus léger. Oui. Fais-le pas pour toi, fais-le pour ton enfant au pire. Si t'es une maman, admettons, qui hésite. Puis le faire pour ton enfant, souvent, c'est un petit peu, en fait, pour toi. Mais j'ai l'impression qu'on le fait plus comme ça parce qu'une maman a tendance à prioriser son bébé. Fait que des fois, j'ai l'impression que c'est ça qui nous réveille. Oui. Tellement. Si t'es adolescente, puis tu parles pas, fais-le pour la femme future que tu deviens. Wow. Pour tes enfants futurs au père. Pour t'aligner, pour peu importe, mais fais-le. Si pour toi, en ce moment, t'es pas assez importante pour le faire pour toi-même dans ta tête, fais-le pour ce que tu vas devenir. Tellement. Ouais. Puis maintenant, aujourd'hui, t'en es rendu où avec ton cheminement? Comment ça va? Je suis rendue loin. C'est rare qu'on me pose cette question-là. Tu vois, c'est rare. Moi, je ne me la pose jamais. Je suis rendue loin. Je suis loin devant. Je suis loin dans... il y a encore des petites parcelles de tempête ici et là, selon les expériences de vie que je traverse, mais je suis rendue dans une belle zone. Une zone qu'on veut atteindre quand on commence un cheminement. Puis elle arrive. Cet espace-là, il arrive de douceur, de plus de calme, d'acceptation. Elle arrive. Et elle arrive pour toutes. Je peux jamais promettre quand et comment, mais ça va arriver. Ça fait moins mal un moment donné. Ah oui, ça fait moins mal. Tu sais, j'imagine que les émotions de la colère, de la tristesse envers toi, envers ton agresseur, j'imagine que, tu sais, ça va comme... Mais éventuellement, c'est que... Ouais. Éventuellement, ça passe. Et je crois que c'est unique à chacune. Okay. Le comment puis le niveau que ça va atteindre, le pardon, là. Parce qu'on n'est pas obligé d'atteindre un pardon ultime. Mais la colère, la tristesse et tout, à force de parler puis de cheminer, on les utilise et on les canalise dans des bonnes choses. C'est ça qui devient intéressant. C'est du moment où tu mets toutes tes émotions négatives, mais que tu les canalises dans quelque chose que t'aimes, puis tu performes dans ça, où tu trouves du bien-être dans quelque chose. C'est cool. Ben tellement. Puis, tu sais, c'est le fun parce qu'on connaît un peu ton histoire. Fait que toi, t'as comme pris ça, tu l'as canalisé, puis, tu sais, t'as écrit un livre, puis tu le partages. Ça permet d'aider d'autres femmes, d'autres jeunes filles. Oui. Ben en fait, oui. Moi, ça a été par les conférences, par la sensibilisation, la prévention auprès de jeunes, en parlant un peu aussi sur mes réseaux sociaux, en faisant rire des femmes. J'ai pris ma peine, ma colère, puis j'ai décidé de transformer ça aussi en blague, en douceur au quotidien, parce que c'est ce que je sentais que moi, j'avais besoin à ce moment-là. Puis
J'en ai juste fait profiter d'autres femmes, puis ça a débloqué en quelque chose de plus gros, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, je crois que les femmes qui sont victimes, voyez le fait que vous êtes victime comme un super pouvoir aussi. Mm-hmm. Parce que c'est une résilience que ça vous amène. Puis une résilience, ça s'achète pas au magasin. Tellement. Ça se gagne pas au 649, ça je peux vous le dire. La résilience, là, c'est un super pouvoir. Puis les plus grands, les plus grandes font des choses exceptionnelles, souvent de par une résilience passée, due à un passé. Fait que sous-estimez jamais ce pouvoir-là qui vous habite. Ouais, quand on est victime, en fait, on est déjà grand, on est plus grand souvent. Oui. Ça nous fait grandir plus vite. Oui. Vraiment, puis je vais me permettre de dire que tu fais partie des plus grands. Avec tout ce que tu apportes, tout ce que tu as accompli, la confiance que tu dégages aussi. Juste d'être... Tu sais, là, on appréhendait un peu, on était stressés ce matin. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais tu sais, tu nous mets en confiance tout de suite, puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Merci. Je l'accueille. J'accueille le compliment. Je travaille là-dessus. Je l'accueille, je le reçois. On a-tu fait le tour? On aurait fait le tour. On a gentil quand même un bon moment. Oui. C'est agréable. Oui. Je vous remercie pour votre ouverture aussi, votre professionnalisme quand même, là, à jaser tout ça. Vous aussi, vous mettez en confiance, vous mettez à l'aise. Recevez-le. Merci. Fait qu'on va dire peut-être à une prochaine fois. Mais à une prochaine fois, certainement, moi, je dis. Oui. Oui. À bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup, Kajin de Doyek. Mr. Daho. Mr. Mledega Hammer. Que c'est de base Mr. que de quoi تجي بسامي لنا سنزخوات كيتا مستبستم كي بيلو دبين. Ah oui. Ok, merci beaucoup. سنخمتنا مامينات. Oui.